Bonjour et merci infiniment de vous retrouver encore en ce jour. Merci pour votre fidélité à ce programme de rencontres et échanges, nouveau numéro. Nous allons parler de l'actualité. Cette émission qui se veut le décryptage de l'actualité de la semaine. Et l'actualité ces derniers jours, c'est bien ces résultats de deux scrutins du 29 avril dernier. On connaît déjà les résultats provisoires qui donnent largement vainqueur le parti au pouvoir, Union pour la République, qui a raflé 108 sièges sur les 113 à pouvoir à l'Assemblée nationale et également remporté largement le scrutin régional. Quelle lecture fait de ces résultats? Quelle analyse fait? Quelle place à l'opposition désormais? Est-ce que c'est bien fini pour l'opposition togolaise? Pour en parler, je reçois un membre du parti au pouvoir, M. Kanka Malik Nachaba. Il est le délégué national du mouvement de jeunesse UNIR. Monsieur, merci de notre invitation. Merci de votre invitation. Merci, M. Wilson. Merci à l'ensemble des téléspectateurs de nous suivre sur la RTDS. Je suis très content d'être là. Et j'espère que l'émission sera un moment de plaisir. Merci. Tout à fait. C'est avec vous que je partage donc la première réflexion depuis qu'on a proclamé les résultats provisoires, en attendant la confirmation, la validation par la Cour constitutionnelle. Alors, question d'introduction, est-ce que vous attendez à l'UNIR à ce score que vous avez fait, à ce double scrutin? Est-ce qu'on s'attend à cela avant la proclamation des résultats? Merci beaucoup. Quand nous avons été interrogés, nous avons eu l'honneur d'être interrogés au soir de l'élection, sur la manière dont nous attendions les résultats. Et nous avions dit, et c'est le même état d'esprit que nous avions dit que nous attendions les résultats avec patience et sérénité. Donc c'est avec sérénité que nous attendions les résultats parce que nous étions convaincus que le travail qui avait été fait sur le terrain allait porter ses fruits, mais aussi nous étions convaincus que la vision portée par le président de notre parti, son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé, avait été comprise et que les Togolais y adhéraient et que cela se verrait dans les urnes. Donc c'est avec une certaine sérénité que nous avons accueilli ces résultats, mais aussi avec beaucoup d'humilité et de gratitude envers nos compatriotes qui ont bien voulu exprimer cette confiance dans le projet que nous leur avons proposé. Mais ce n'est pas seulement une simple victoire, M. Nachaba, c'est une écrasante victoire. Je pense que c'est une... Est-ce que vous attendiez à cette grande propension, cette majorité exclusive? C'est ça aussi le problème. Bon, UNI a gagné, d'accord, mais est-ce qu'on s'attendait à ce raz-de-marée, comme on le dit? Nous, on salue l'adhésion des populations à l'offre politique que UNIR a eu à faire. Je pense que la qualification de cette victoire par les analystes, par les journalistes, peut être faite avec un adjectif éventuellement. Je pense qu'au niveau du parti UNIR, la dynamique que nous avons est une dynamique de responsabilité, mais aussi d'humilité par rapport à ces résultats. Ce type de qualificatif, aujourd'hui, ce n'est pas vraiment utile dans la mesure où l'important c'est de prendre en compte le fait que nous bénéficions de la confiance des populations et de travailler pour que cette confiance-là soit mise au service du développement de notre pays. Mais c'est trop d'humilité faite parce que vous ne voulez pas qu'on parle de l'âge victoire, de victoire écrasante. Non, je dis que ce qualificatif peut être utilisé par les analystes, par ceux qui observent, par les observateurs, par les uns et les autres. Je pense que tout le monde constate l'ampleur de l'adhésion, plutôt que l'ampleur de la victoire, je dirais l'ampleur de l'adhésion des populations. Et je pense que c'est ce qui doit rester. L'ampleur de cette adhésion-là nous engage en toute responsabilité à prendre les actions pour pouvoir justement répondre aux attentes de plus en plus nombreuses des populations. C'est ça. Qu'allez-vous en faire de cette victoire dans la future Assemblée nationale? Puisqu'il n'y a que 5 figures de l'opposition qui s'y trouvent. Comment va se faire le travail? Vous allez les écraser ou vous allez composer avec cette très petite minorité de l'opposition qui s'est représentée? Ce n'est pas l'habitude du parti UNIR d'écraser oui, mais puisque les uns et les autres. Oui, vous affirmez votre hégémonie finalement sur la scène politique comme premier grand parti. Avoir la majorité à l'issue d'une élection législative, c'est la démarche de tout parti politique. C'est une dynamique normale et logique. Et là, nous l'avons. Et qu'est-ce que nous allons en faire? Nous allons en faire ce que nous
nous avons dit que nous en ferions, c'est-à-dire que nous allons construire ensemble le projet pour le développement de notre pays avec l'ensemble des acteurs qui seront présents à l'Assemblée nationale. Vous savez, la dynamique interne d'un Parlement n'est pas forcément uniquement dépendante de la taille des groupes parlementaires ou de la taille des forces en présence. Mais cela dépend essentiellement de la capacité des uns et des autres à co-construire un projet de développement pour notre pays. Et c'est dans cette dynamique que le Parti UNIR se trouve au moment où cette nouvelle législature va commencer. Puisque dans l'Assemblée, ce n'est plus le représentant d'UNIR, mais le représentant de la nation, c'est ça? Exactement. Du peuple, comme on dit. Exactement. C'est l'ensemble des représentants de la nation qui seront dans cette Assemblée nationale et qui, comme nous le percevons, comme nous l'avons toujours dit, au lendemain de l'élection, nous nous retrouvons face aux responsabilités que tous nous avons, les uns et les autres. Et ces responsabilités-là, c'est relativement simple. C'est la construction d'un projet de développement pour notre pays. C'est ça. Oui, UNIR a gagné, bien sûr, mais il y a aussi des soupçons de fraude. Hein. Ça, on l'a dit, de l'autre côté, on parle de bourrage d'urnes, on parle d'excès de dérogations données à certains pour aller voter dans les urnes. Que répondez-vous à ces critiques? La première des réponses, c'est que je pense qu'il est assez, disons, assez préoccupant que parfois il y ait des allégations qui soient mentionnées et que ces allégations-là ne soient pas poursuivies devant les juridictions compétentes. Donc nous invitons les uns et les autres à saisir ces juridictions-là, ne serait-ce que pour apporter les preuves et documenter un certain nombre d'éléments. Parce que, parallèlement, cela met en cause un certain nombre de personnes qui, eux, ont leur honneur ou parfois leur sens de l'équité un peu mis à mal. Le deuxième élément qu'il faut noter, c'est que dans les différentes subdivisions de la commission électorale, que ce soit au niveau national ou au niveau local, la représentation, les délégués des partis politiques sont présents. Donc là, et dans les documents qui ont été transmis, la plupart, et sinon tous, portent la signature de ces délégués-là. Donc il y a quand même, ce n'est pas... Est-ce qu'il n'y a pas des PV signés même avant la fermeture des bureaux de vote? Parce qu'il y a eu de ces rumeurs qui circulent aussi. Oui. Oui. Ok. Non, il y a des PV. Les PV qui ont fait l'objet de ce dont vous parlez, les juridictions compétentes trancheront. Mais quand on vérifie effectivement, je pense que ce n'est pas seulement cela qui fait l'objet d'allégations. Il y a d'autres éléments qui ont été évoqués, qui ont été allégués, et je pense qu'il serait bien, pour la clarté du jeu, que des éléments de preuve soient apportés, soient portés à la connaissance des uns et des autres, et que finalement les juridictions compétentes puissent se prononcer et que nous puissions continuer. Et par ailleurs, ce que je voudrais mentionner, c'est que souvent, le contentieux électoral dépend aussi, ou en tout cas, l'impact de ce contentieux est apprécié par rapport à l'écart de voix qu'on constate. C'est ça. Et quand on constate dans les différentes circonscriptions électorales, l'écart des voix est souvent relativement important. Donc, je pense qu'il faut aller devant les juridictions qui sont compétentes pour connaître de ce contentieux-là. Et nous verrons bien, nous sommes dans un état d'esprit de grande sérénité par rapport à cela. C'est ça. Rencontre échange nouveau numéro, nous faisons l'analyse de toute première analyse d'ailleurs, des résultats du scrutin du 29 avril, le double scrutin législatif et régional. Malik Nachaba est mon invité, il est le délégué national de la jeunesse du mouvement UNIR, et c'est avec le culte de réflexion sur les questions. Alors, quelles sont les raisons qui ont fait que vous avez eu un tel score historique, entre guillemets, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui justifie, comment vous pouvez valablement justifier ce qui a fait que vous avez cette adhésion massive dont vous parlez? Alors, ces résultats qui ont été constatés peuvent être expliqués par, j'allais dire, plusieurs raisons. Évidemment, il n'y en a pas qu'une. Oui. Mais peut-être qu'on va s'arrêter sur 2 ou 3 pour éviter justement de faire une liste. Mais je dirais peut-être la première des raisons, c'est le leadership du chef de l'État. Le leadership du président de notre parti, président de la République, qui s'est montré attentionné aux préoccupations des populations, aux enjeux que les populations remontaient du terrain et qui est celui que les populations voient comme pouvant apporter une réponse à leurs besoins. Et bien entendu, malgré les défis que nous connaissons dans notre pays. Et le deuxième élément que je donnerais, c'est la présence
depuis un certain temps est la présence active du parti UNIR sur le terrain. Cette présence-là a été constatée par tous et ne s'est pas limitée qu'à la période de campagne. C'est une présence permanente, une présence d'empathie aux côtés des populations dans les moments difficiles comme dans les bons moments, de tout temps. Durant cette année 2024, comme en 2023, il y a toujours eu des actions du parti UNIR vis-à-vis des populations. Et un des éléments aussi qu'il faut noter pour cette adhésion, c'est d'abord la représentativité même des listes du Parti UNIR. Parce que quand vous regardez les listes du Parti UNIR, on a des jeunes, des femmes, des personnes un peu moins âgées, des personnes venant du secteur public, des personnes venant du secteur privé, des artisans, des opérateurs économiques, ce qui fait que le pays s'est peut-être reconnu un peu plus dans ces listes-là. Et enfin, il y a bien entendu le grand débat sur la Constitution, qui était un tournant majeur pour notre pays. On en reparlera dans la deuxième partie. Et qui était certainement un sujet pour les populations. Mais chaque fois où les populations ont posé le point aux représentants du Parti UNIR, les explications ont été données pour pouvoir justement permettre de voir qu'en toute transparence, il s'agissait d'une réforme qui allait dans une direction qui s'agissait de faire évoluer nos institutions pour l'intérêt général. Et donc, j'ai l'impression que les populations ont perçu ce message-là. Et donc, pour ces raisons que j'ai données, le leadership, la composition des listes, la capacité à faire de la pédagogie et la présence sur le terrain, toutes ces raisons expliquent, évidemment, je n'ai pas donné toutes les raisons, mais expliquent les résultats que nous avons vus dans les urnes le 29 avril dernier. À propos d'occupation sur le terrain, on a constaté que l'opposition en a été empêchée parce que les lois sur les manifestations, on les voit, l'interdiction de manifester, pas même de conférences de presse organisées par des instances des partis politiques d'opposition n'ont pas été autorisées. Est-ce que ce n'était pas aussi cela qui justifie Je pense que sur ce sujet, nous avons également constaté que des conférences de presse, et ne serait-ce que dimanche dernier, un meeting s'est tenu à Bekodjeji, je crois. Un meeting s'est tenu. Je parle de la période d'avant élection. Non, j'y viens. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que nous voyons bien qu'il y a des actions, des activités qui se mènent. Et donc, il faut s'interroger peut-être sur le fait que certaines ne se mènent pas. Est-ce que ces activités s'inscrivent dans le cadre qui est le nôtre, parce que nous sommes dans un pays où il y a des règles. Et puis, je me rappelle que après la situation de la Covid, après la présidentielle, nous avons tous eu un moment d'interruption des activités qui regroupaient du monde. Et ensuite, il y a eu, je me permets de rappeler le contexte, ensuite, il y a eu cette situation sécuritaire au Grand Marché de Lomé, où il y a eu un membre des forces de l'ordre qui a été agressé. On se rappelle tous le caractère choquant de cette agression-là, qui a nécessité que des dispositions soient prises, et il y a eu une dégradation de la situation sécuritaire. Donc, il y a un contexte. Et je pense quand même que à partir du moment où certaines règles, certaines conditions prévues par nos tests sont respectées, les activités ont pu se tenir, comme la dernière fois, comme j'en parlais tout à l'heure. Pas avec les mêmes moyens, puisque, il en a beaucoup plus, n'est-ce pas, parce que c'est elle qui est aux commandes des affaires de l'État. C'est une question de capacité de mobilisation individuelle et collective. Et nous sommes convaincus qu'en matière politique, les idées, la capacité à convaincre est beaucoup plus importante que les moyens, puisque justement, c'est ce que les adversaires politiques disent parfois en disant ce n'est pas parce que vous avez les moyens que vous arrivez à convaincre les gens, mais parce que vous avez des idées. Et donc, c'est parce qu'on a un projet, on a une proposition qui est faite, que nous mettons sur la table, qui plaît, qui ne plaît pas. Mais nous essayons de l'expliquer et de faire en sorte que les gens puissent y adhérer. À l'analyse, est-ce que ça veut dire que l'opposition togolaise est désormais absente sur l'échiquier ou bien dans le paysage politique togolais? Je n'ai pas l'habitude d'avoir cette appréciation-là, ce genre d'appréciation, parce que nous sommes dans une dynamique. Et la vie politique, c'est une dynamique. Il y a des moments où il y a une photo qui constate une situation, c'est l'élection. Mais au-delà de cette élection, il y a
une dynamique qui continue. Et peut-être qu'on ne le voit pas, mais je suis convaincu que les acteurs politiques, dans leurs états-majors respectifs, s'organisent déjà pour se repositionner pour les prochaines échéances, pour rebondir. Et cela, c'est de bonne guerre. Et je suis convaincu que la classe politique, la dynamique togolaise politique continuera son cours, quel que soit le résultat qu'on a vu lors des dernières élections. Je me permets de reprendre ce propos de l'ex-président des sages de l'UNIR, feu Charles Kondi Agba, qui disait que l'UNIR n'a pas d'adversaire de taille. C'est aussi votre constat. Que dire de ces propos? J'ai beaucoup de respect pour le professeur Agba, que Dieu ait son âme et que Dieu ait son âme. Et je voudrais peut-être rappeler que ces propos avaient été tenus dans un contexte particulier, qu'il faut rappeler. Nous étions dans une réunion fermée d'abord, c'était une réunion interne, et c'était un moment où il présentait en fait l'histoire politique de notre pays, pour édifier un certain nombre de personnes, les militants du parti. Et il a rappelé peut-être la force la force politique de l'opposition dans les années 90, au moment où on est passé au multipartisme. Et il a parlé peut-être du fait qu'il y avait peut-être une diminution de cette capacité de mobilisation. C'est ce qu'il a voulu dire. Il n'a pas voulu se montrer suffisant ou au-dessus des autres partis, ce qui n'est pas du tout dans la culture du parti UNIR. Et donc, je voudrais peut-être rappeler cela. Donc, il me serait difficile de dire que ce propos-là est quelque chose qui a été compris comme il a été compris. Je pense qu'il faut le comprendre dans son contexte et savoir qu'au Parti UNIR, nous n'avons pas ce genre d'appréciation vis-à-vis des autres acteurs de la classe politique que nous respectons évidemment. Très bien. Autre volet de discussion, c'est justement cette victoire d'UNIR qui intervient dans un contexte très sensible de la vie politique de notre pays, à savoir le changement de régime, notre pays qui migre du régime semi-présidentiel au régime parlementaire. Encore faut-il expliquer en détail cela, ce que ça signifie pour le Togolais, parce qu'on ne perçoit pas, n'est-ce pas, le bien fondé de ce changement de régime dans un contexte qui est le nôtre. D'accord. La première des choses, c'est que vous avez dit c'est un nouveau régime dont on ne perçoit pas le bien fondé. J'ai toujours rappelé que il y a plusieurs opinions. Oui. Il y a bien entendu un certain nombre de gens qui évoquent leur opposition. Et il y a d'autres personnes qui adhèrent à ce système parlementaire. Donc ça, c'est la première des choses. Donc je pense qu'il faut dire, au minimum, on peut considérer qu'il y a un débat qui se fait. Ensuite, considérant ce régime, la première des choses, la chose la plus importante, c'est la question de la représentativité. Si je donne un exemple, c'est que quand nous votions pour l'élection présidentielle au suffrage universel direct, nous avions moins ce lien direct-là, nous avons moins l'impression d'avoir un impact sur la conduite des affaires du pays parce que nous votions pour quelqu'un qui était peut-être un peu lointain. Demain, nous votons pour un député qui lui-même est chargé de voter pour un président de la République et en quelque sorte et pour un président du Conseil et en quelque sorte il est plus responsable devant nous. Et le deuxième élément, c'est l'aspect de la redevabilité. La redevabilité, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui dans notre dispositif, en tout cas hier dans notre dispositif semi-présidentiel, le président de la République qui détient l'essentiel du pouvoir exécutif ne peut pas être mis en situation de minorité ou de difficulté par l'Assemblée nationale, aujourd'hui, dans le système que nous avions. En quelque sorte, on pouvait éventuellement déposer le Premier ministre par une motion de censure, mais toujours est-il que ce n'est pas le Premier ministre qui détient ce pouvoir exécutif en tant que tel. Lui n'est qu'un prolongement du pouvoir exécutif du président de la République. Demain, ça ne sera plus le cas. Le président du Conseil on pourra le mettre en minorité devant l'Assemblée nationale et il devra venir répondre quand il y aura un certain nombre de préoccupations au niveau de l'Assemblée nationale, ce qui change considérablement l'équilibre des pouvoirs. Donc le cœur du système en réalité va être le Parlement. Le Parlement et notamment l'Assemblée nationale. C'est à l'Assemblée nationale que la plupart des impulsions politiques vont être données et donc c'est là où les choses vont effectivement se jouer. Et évidemment,
nous avons eu culturellement une habitude d'avoir des élections présidentielles qui étaient génératrices de stress ou en tout cas de tension, et que le fait de basculer vers un système où cela se passera à l'Assemblée nationale devrait amener à... Ça fera moins de frustration. Disons que ça fera plus de discussions à tout le moins, parce que ça se passera dans une enceinte qui est prévue pour cela. Et donc, la capacité politique, ça sera de se battre pour être représenté dans cette enceinte-là, pour pouvoir justement décider du sort et de l'avenir de notre pays. Donc, c'est plus porteur de germes démocratiques? Absolument, absolument. C'est plus porteur de... Quand le suffrage est universel et direct, n'est-ce pas plus démocratique que lorsque il devient indirect? Le suffrage universel direct est plus... est une expression... C'est tout le peuple qui est consulté, hein? Oui, mais l'Assemblée nationale, ce n'est pas la moitié du peuple, c'est tout le peuple aussi. Et à la limite, au niveau de l'Assemblée nationale, je sais pour qui j'ai voté, et j'allais dire, je connais la maison de la personne pour qui j'ai voté, je peux même aller le voir quand il vient sur le terrain ou à Lomé, je connais sa maison. Alors que dans le suffrage universel direct, évidemment, je vote pour une personne, mais cette personne-là n'a peut-être pas le lien direct avec une partie du territoire, avec une partie du pays. Et quand on a vu dans les systèmes parlementaires, l'avantage, c'est effectivement d'avoir ce lien direct-là, d'avoir cette décentralisation, cette déconcentration du pouvoir politique, et de faire en sorte que demain, le parlementaire voit un peu son rôle dans la République rehaussé. Parce qu'en réalité, en votant pour lui, vous votez pour un président du Conseil. De façon indirecte. De façon indirecte. Vous votez pour un président du Conseil. Et on ne pourra pas opposer l'argument du moins de démocratie, parce que quand on voit, on a vu, on nous dit parfois que oui, les modèles européens ne sont peut-être pas des modèles culturellement proches, etc. Je peux prendre le cas de l'Inde, qui est d'ailleurs en train de faire ses élections. Ça s'étend jusqu'en juin. Ça s'étend jusqu'en juin, et qui vote pour un système parlementaire où le Premier ministre est en place et il présente en fait des élus sur le terrain qui disent clairement qui sera leur leader, qui sera le Premier ministre au moment après l'élection législative. C'est ça. Alors, dans le cas de figure, finalement, où est-ce que nous en sommes? On aurait pu attendre, n'est-ce pas, qu'on fasse ces élections législatives avant de peut-être voter cette nouvelle réforme qui nous balance en régime parlementaire. Pourquoi on l'a fait plus tôt, alors que, bon, il y a une élection imminente et qui se profilait à l'horizon? Je pense qu'il aurait été un procès en agenda caché, comme nous le disons, aurait pu être fait à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on serait allé à des élections et après ces élections, on aurait mis cette réforme sur la table et les uns et les autres auraient trouvé peut-être le procédé un peu cavalier en disant mais pourquoi est-ce qu'on n'en a pas parlé avant d'aller à l'élection, pour qu'on aille aux élections en connaissance de cause, en sachant quels étaient les enjeux. Non, le problème c'était que l'autre législature était en fin de mandat. L'autre législature, selon la Constitution, est en mandat jusqu'à ce que les nouveaux députés prennent fonction. C'est ce que disent les tests, et nous nous en tenons aux tests. Les tests disant cela, nous ne pouvons pas inventer d'autres formes de fonctionnement, sinon ça reviendrait à ce que le plus fort invente une forme de fonctionnement au moment où il a la capacité de le faire. Les tests disaient cela, et les tests leur donnaient la possibilité de travailler jusqu'à ce qu'une nouvelle assemblée puisse se mettre en place. Et en statuant sur des questions d'importance comme celle du changement de constitution? En statuant sur l'ensemble des questions qui relèvent de leur périmètre. Sauf à ce qu'on considère que leur travail était amputé par le fait qu'ils étaient dans une attente d'une nouvelle assemblée, ce qui n'est pas le cas. Donc je pense que cette capacité à travailler était reconnue, et c'est une capacité qu'ils ont mise en œuvre. Ce qui fait qu'on a pu aller aux élections, les uns et les autres ont eu à le dire, et je pense que cela a été utilisé peut-être largement par les acteurs politiques. Certains ont demandé à sanctionner le Parti Unir justement parce que cette réforme avait été faite. D'autres, comme nous, on a fait plus de pédagogie pour dire que
ce n'était pas une réforme qui était faite contre qui que ce soit ou pour qui que ce soit, mais pour l'intérêt général. Et on a vu la réponse de la population à ces différentes positions qui lui ont été présentées. Monsieur Nastaba, concrètement, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Comment on va appeler le chef de l'État actuellement? Quelles sont les dispositions transitoires? Parce qu'il y a une élection l'année prochaine, en 2025. Exactement. Alors, on va refaire cette élection présidentielle, bien c'est bien fini, ou bien lorsque cette assemblée sera installée, donc on va acter tout ce que prévoit les nouvelles dispositions. Si, on est dans un nouveau régime. Depuis que ça a été promulgué. On est dans un nouveau régime. Toutefois, il y a des dispositions transitoires, comme vous l'avez dit. Et ces dispositions, on l'a bien vu que pour la désignation et l'élection du président de la République, par exemple, il faut Assemblée nationale plus Sénat. Donc il faut passer par une phase. Déjà, on est en plein contentieux électoral. Donc il faut que ce contentieux électoral s'achève, qu'on installe les nouveaux élus et que les nouveaux élus régionaux contribuent à la désignation des sénateurs, que le Sénat se constitue. Et donc, toutes les institutions qui sont parties prenantes dans l'élection des principaux responsables, le président du Conseil, comme le président de la République, puissent se mettre en place. Et une fois que cela sera mis en place, les nouvelles institutions prendront leur place. Cela ne pose pas de problème Donc nous sommes en quelque sorte en période transitoire? Parce qu'il faut mettre en veille les institutions de la 4e République, c'est ça en principe? Non, en fait, quand on parle de période transitoire, cela ne veut pas dire qu'il faut mettre en veilleuse des institutions qui existent. En revanche, ça veut dire qu'il faut organiser l'arrivée de la Nouvelle République. Comme les dispositions transitoires peuvent prévoir que telle institution peut fonctionner jusqu'à ce qu'on mette en place telle institution. Donc, c'est ce qui sera fait dans le cadre d'une période transitoire qui fait partie de dispositions transitoires plutôt qui font partie de tests de ce genre-là. D'accord. Alors, ce que le Togolais lambda veut savoir, plus d'élections présidentielles en 2025, c'est bien ça? Élection présidentielle par l'Assemblée nationale. Donc, puisque le président de la République sera élu par les 2 chambres qui seront réunies. Et pendant ce temps, le président fort demeure toujours président de la République en fonction des exercices jusqu'à l'installation des futures institutions. Voilà, jusqu'à l'installation des institutions qui seront mises en place. Et dès que ces institutions seront mises en place, il y aura un calendrier qui sera communiqué. Il y aura un appel à candidature, les uns et les autres qui seront, comme cela se fait. Il y aura une procédure. Au sein de l'hémicycle, n'est-ce pas, pour le poste de... Non, pour le poste de président de la République, les modalités seront précisées. Mais de toutes les façons, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est issu de l'Assemblée. Ce n'est pas quelqu'un qui est forcément issu de l'Assemblée. Je ne comprends pas. Celui qui sera élu à la présidence de la République, c'est de ça que vous parlez. D'accord. Celui qui sera élu à la première institution, donc, c'est le président de la République, qui a un titre honorifique désormais. Exactement. Alors, il sera lancé, il y aura un appel à candidature, c'est ça? Il y aura une procédure qui sera définie et il y aura un certain nombre de personnes qui feront acte de candidature. Et bien entendu... Seulement issus de l'Assemblée encore ou bien... Pas nécessairement. D'accord. Pas nécessairement, parce que justement, l'objectif, c'est qu'on puisse ouvrir et qu'on puisse avoir des personnes qui, compte tenu du rôle d'être en quelque sorte le référent naturel de toute la nation, il faut aussi, à mon avis, mais ça c'est peut-être mon avis, il faut peut-être une certaine maturité, une certaine... disons, ancienneté, qui permettent aussi de se positionner. Et surtout en me référant à ce qu'on voit dans les régimes parlementaires, ceux qui occupent ces fonctions-là sont des personnes qui ont été dans la politique active quelque temps avant, mais qui sont plutôt dans des positions de, disons, qui ont une position de très expérimentés et qu'on met leur expérience... Des personnes ressources. Des personnes ressources, exactement, qui mettent leur capacité au service de la nation parce qu'ils sont désormais des référents. C'est ça. Et le titre n'est pas que honorifique, le titre est un titre de référent, le titre est un titre de garant de l'unité aussi, et c'est quelque chose d'important dans notre pays. Deuxième institution, c'est le chef du conseil du gouvernement, le président du conseil. Voilà, le président du conseil. Le président du conseil. Oui. Il y aura aussi appel à candidature là-bas ou bien il sera issu de la majorité? Le président du conseil, lui, sera issu de la majorité. C'est le leader de la majorité. C'est le leader de la majorité. Et donc là, il n'y a pas d'appel à candidature. D'ailleurs, il n'y a pas de débat parce qu'on sait d'où il vient. Le test prévoit que c'est le leader de la majorité qui sera le président du conseil des ministres. Et donc, à partir de ce moment-là, il y aura une élection pour le désigner formellement. Pour qu'il puisse prendre ses fonctions après avoir été désigné par l'Assemblée nationale, comme cela se fait d'ailleurs dans d'autres systèmes parlementaires que nous connaissons. Et notre pays devient ainsi le premier laboratoire dans la sous-région est-africaine à expérimenter justement le modèle
parlementaire. Hein. Je ne pense pas que le terme laboratoire soit celui que j'aurais utilisé. Il n'y a pas de difficulté, vous pouvez l'utiliser. Oui. Mais je pense que nous sommes aujourd'hui à un tournant, effectivement, un tournant dans le fonctionnement des institutions. Et nous avons pris ce tournant-là pour aussi voir comment on peut se focaliser sur d'autres questions que les questions politiques, qui permet d'avoir quelque chose où le dialogue est renforcé. Moi, je dis toujours que quand le clivage politique, c'est quelque chose qui est très bien quand on a atteint déjà un niveau de croissance et de développement, mais à un moment donné, ça a tendance à peut-être bloquer nos dynamiques de développement. Et nous avons besoin de ce dialogue-là, nous avons besoin de l'entente, nous avons besoin de co-construire quelque chose ensemble, et le système parlementaire qui crée un lieu de débat à l'Assemblée nationale facilite cela. Sauf que, bon, allez, le système tel que le vote s'est passé n'engrange pas beaucoup d'éléments de l'opposition. Alors donc, il serait forcément aussi obligé de composer avec ce qu'on appelle l'opposition extra-parlementaire, c'est possible? Comme cela a toujours été fait, je pense qu'aujourd'hui, s'il y a bien un système où il y a eu une possibilité pour l'opposition, qu'elle soit parlementaire ou extra-parlementaire, de contribuer à un certain nombre de sujets, le CPC, la CENAP, etc., cela a été fait dans notre pays. Donc ces cadres vont toujours exister? Ça dépendra de ce que les acteurs politiques décideront. Oui. Mais on l'a déjà fait, on en a l'expérience et on peut le maintenir, il n'y a pas de difficulté. Mais ceci étant dit, comme on le perçoit assez, il y aura des espaces de discussion politique. Il y aura le Sénat, qui est la deuxième chambre, qui aura cette capacité-là pour pouvoir discuter, apporter des ajouts à ce que le Parlement, l'Assemblée nationale fera. On sait que traditionnellement, dans les pays où ça existe, la première chambre, qui est l'Assemblée nationale, est une chambre où c'est un peu plus chaud. Plus agité, et souvent, le Sénat est une chambre où il y a un peu plus de recul, de réflexion, de pondération. Et donc, tout ceci nous conduit à considérer que ça va permettre un débat politique vif, mais bénéfique pour notre pays. L'expérience aussi a montré que dans ces régimes parlementaires, il y a aussi des couacs, des instabilités, parce qu'on a vu ce qui se passe en Israël, ce qui se passe surtout en Italie, où pratiquement chaque année, on vote dès lors que la majorité a basculé. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai entendu, mais qui, disons, il faut, dans les tests, en tirant les leçons de ces expériences-là, envisager des garde-fous. Et un des garde-fous, par exemple, c'est les questions de transhumance politique, c'est-à-dire passer d'un camp à l'autre, ce qui permettait à l'époque, effectivement, dans l'histoire, de défaire et de faire des majorités. Parce que sur un test donné, la majorité se fait, sur un autre test, la majorité se défait et le Premier ministre tombe, etc. Donc, il faut réfléchir à cela. Et c'est ce qui sera fait. Et l'autre élément, c'est que c'est un peu paradoxal, parce que un des arguments était cette constitution va permettre un maintien indéfini de tel parti au pouvoir, mais en même temps, on nous dit ça induit beaucoup d'instabilité. S'il y a instabilité, ça veut dire que ça change souvent. C'est ça. Donc, on doit faire alors des coalitions, c'est ça? Exactement, on doit faire des coalitions et nous devons aussi évoluer dans la manière dont nous faisons de la politique. Et que quand nous voyons des pays comme l'Allemagne, et parfois ceux qui ont pratiqué le système très vertical, très présidentialisé à la française, souvent évoquent le fait qu'ils aimeraient que parfois on soit dans des dispositifs de grandes coalitions comme en Allemagne où les grands partis se mettent ensemble pour un temps donné. Madame Merkel en a bénéficié, son successeur en bénéficie, pour faire avancer les idées et les sujets qui concernent tout le monde au fond. Parce que quand on dit l'eau, on dit l'électricité, on dit la vie chère, tout le monde est intéressé, tout le monde a envie que ça marche. Donc globalement, l'idée c'est qu'il faut qu'on évolue et qu'on trace une nouvelle manière de faire de la politique. Et nous espérons que les uns et les autres vont s'engager dans cette voie-là. Ce qui pose problème souvent chez nous en Afrique, c'est le respect des textes tels que consignés dans les lois fondamentales, n'est-ce pas? Alors, c'est bien défini, régime parlementaire, avec un président, avec un premier ministre, enfin, un président de conseil plus fort, n'est-ce pas? À la lettre, est-ce que tout cela sera respecté? Et quand on connaît un peu l'histoire récente de la politique en Afrique, et c'est nous au Togo. Non, ça sera respecté. Ça sera respecté parce que, justement,
dans une question institutionnelle comme celle-là, le plus important, évidemment, les constitutionnalistes pourront en débattre, mais le plus important, c'est cette séparation et cette limitation des pouvoirs les uns par les autres. L'Assemblée nationale ayant plus de capacités, on est en droit de penser que les dérives sont moins possibles. Le président du Conseil, sachant qu'il est en quelque sorte plus soumis à la question par le Parlement, puis soumis à la possibilité d'être mis en minorité par le Parlement, il a un comportement différent du chef du gouvernement qui, de toutes les façons, sait que, du président de la République plutôt, qui sait que, de toutes les façons, il n'y a aucun contrôle sur son action. Il est élu pour 5 ans. Quel que soit ce qu'il entreprend, une Assemblée nationale ne peut pas décider un jour de dire qu'on va le déposer, etc. Alors que désormais, ce n'est plus le cas. Donc on se dit que dans ce contexte de séparation et de limitation de pouvoir, qui est mieux articulé, avec un rôle rehaussé pour le Parlement, cela devrait permettre de réduire ou en tout cas d'éliminer les sujets que vous évoquez. C'est ça. Oui, puisqu'on a vu, des ministres ont été interpellés par le Parlement, ils n'ont pas répondu. On a vu ça dans ce pays. Je ne sais pas si c'est lors de cette législature, parce que lors de cette législature, ayant eu moi-même l'honneur d'être au poste que j'occupais au secrétaire général du gouvernement, il y avait une attention particulière pour que les ministres répondent. Alors, pas toujours dans les délais, il faut le reconnaître. Oui. Il y avait un peu de retard parce que c'était des sujets sur lesquels, parfois, il faut aussi que nous faisions un peu plus de pédagogie. Et je veux bien le faire en 2 minutes en disant que parfois il y a des questions qui sont posées au ministre, mais il faut s'assurer que les réponses sont précises et documentées pour pouvoir donner la bonne information aux élus. Donc ça prend un peu plus de temps que ce qui est prévu. Et parfois, le temps passant, on a l'impression qu'ils ne veulent pas répondre. C'est pas pour mais je veux juste expliquer ce qui se passe. Donc, très sincèrement, il y a eu des cas comme ça, mais effectivement, dans un système parlementaire, ça serait très difficile qu'un membre du gouvernement ne réponde pas à une interpellation de l'Assemblée nationale. Concrètement, qu'est-ce que la population peut attendre, Quelles sont les retombées pour la population de cette victoire de votre formation politique? Les retombées pour la population, c'est d'abord les 3 axes que nous avons développés lors de la campagne. D'abord, la stabilité et la sécurité, la question de la sécurité, qui reste au cœur des préoccupations du Parti uni, à commencer par son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui est un sujet majeur, qui est un sujet qui, parfois, est balayé en disant mais de toutes les façons ce n'est pas cela le cœur du sujet, mais sans sécurité on ne peut pas circuler, sans sécurité on ne peut pas aller au champ, comme dans le Kmenjal là-bas, quand il y a eu les attaques, le sujet le plus difficile pour les populations c'était attention, la saison des pluies arrive, comment nous allons faire pour manger, c'était ça le parce qu'à partir d'un certain moment il y avait des mines, il y avait un certain nombre de choses, et donc ça la sécurité c'est important. Le deuxième sujet c'est l'inclusion, l'inclusion à travers l'accès aux services sociaux de base, la santé, les transferts monétaires, etc. Et le troisième sujet, c'est la création de richesses à travers l'agriculture, à travers l'industrialisation, à travers les infrastructures, par exemple. Donc, tout cela va être redoublé, n'est-ce pas? Tout cela va être redoublé, mais aussi, je pense que comme cela a été parce qu'on entend beaucoup de vous, à présent que vous avez les leviers, n'est-ce pas, tous les leviers, n'est-ce pas, de la gestion du pays par votre écrasante majorité à l'Assemblée. Absolument. Je pense que nous avons une grande conscience de cette responsabilité. C'est pour cela que je disais que ces élections sont... Il y a un message que les électeurs envoient, qu'il faut entendre et avec lequel il faut travailler. Et passer le temps qui dure très peu, le temps de la satisfaction, mais le temps le plus important, c'est le temps de la prise de conscience. Comme vous l'avez dit, des attentes qui sont toujours là, des attentes auxquelles il faut répondre. Et comme le chef d'État a eu à le dire lors du Congrès, il faut 2 choses, il faut de l'humilité et de l'empathie. De l'empathie, c'est-à-dire comprendre les besoins des populations et y répondre. Et quand on prend sur, vous avez dit, ça va être continué avec plus de précision, plus d'efficacité. Ce qu'il faut rechercher, c'est l'efficacité dans les actions qui sont menées. Et c'est pour ça que vous allez voir, par exemple, une structure comme l'Agence de transformation agricole. J'invite nos compatriotes à s'y intéresser parce que là, c'est... Au lieu de faire de l'appui agricole au groupement agricole en l'air, c'est de les prendre un par un, de voir les problèmes que chaque ZAP rencontre, de les aider
sur leur itinéraire en termes de production pour les aider à produire plus et avoir plus de revenus. C'est la même chose qui va être fait avec le projet d'identification biométrique, par exemple, que, comme on le sait, nous bénéficions tous des subventions qui sont fournies dans le domaine du carburant, par exemple. Mais on sait tous qu'on n'a pas tous les mêmes besoins. Ceux qui ont des grosses voitures en bénéficient. Ceux qui ont la moto en bénéficient aussi. En revanche, demain, avec l'identification biométrique et le registre social des personnes et des ménages, l'identification biométrique, il y a eu un test qui a été déjà fait à l'Université de Lomé. Ça permettra de savoir que M. Wilson a un revenu de X, est plutôt dans la catégorie 1, dans la catégorie 2, dans la catégorie 3, et l'appui que l'État pourra faire sera ciblé en fonction de la catégorie à laquelle vous appartenez. Et ça, c'est quelque chose qui est un projet qui existe, mais qui doit être affiné, comme cela avait été annoncé déjà le 27 avril dernier lors du discours de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et au plan politique? Au plan politique, je pense que la dynamique que nous avons vue jusqu'à ces élections, qui est une dynamique d'ouverture, de dialogue et de concertation, et qui, ce qui, moi, m'a frappé au plan politique, c'est le fait que toutes les propositions qui sont venues de la CENAP ou du CPC ont été adoptées telles quelles par le gouvernement et par l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que la confiance aux acteurs politiques sera poursuivie et il y aura toujours des discussions parce qu'en réalité, au lendemain de l'élection, notre objectif commun doit être de construire notre pays. C'est ça le plus important. Et c'est ce que nous allons faire. Bien, merci. Ça, le plus important, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce à quoi s'atteler. Pensez, n'est-ce pas, au panier de la ménagère. Kankan Malik Nachaba, mon invité, il est le délégué national du mouvement des jeunes de l'UNIR. C'est avec lui que nous faisons les premières analyses de ces résultats provisoires donnés par la CENI en attendant la validation par la Cour constitutionnelle. Cet échange tire à sa fin. Avez-vous encore une adresse, un message? Je vous remercie pour l'invitation. Je remercie les téléspectateurs. C'est un plaisir d'avoir cet échange. Et le message, c'est celui que je viens de donner. L'élection est passée. Nous sommes aujourd'hui tous... Il faut tourner la page. L'élection est passée. Nous sommes aujourd'hui tournés vers l'avenir. Et cet avenir, ce n'est pas un avenir d'un parti contre une partie de la population, c'est l'avenir de l'ensemble des Togolais et nous invitons tous ceux qui veulent contribuer à rejoindre la dynamique pour que nous construisions ensemble notre pays parce que c'est ça le plus important. Avec plus d'espoir, n'est-ce pas? Comment? Avec plus d'espoir. Avec beaucoup d'espoir. De crainte et d'appréhension. Avec beaucoup d'espoir, beaucoup d'optimisme et aussi la capacité à être tolérants les uns envers les autres. C'est cela. Bien, merci, Kankan Malik Nachaba. Merci pour votre disponibilité. Premier son de cloche, donc, après ces résultats publiés, peut-être un autre, le week-end prochain. Merci à vous d'avoir suivi. Je vous souhaite de passer d'excellents moments avec le reste de nos programmes et à très bientôt. Merci, monsieur.